Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur la question des effets visuels. Pour ceux qui étaient déjà au FanFest, potentiellement l'an dernier, on en avait déjà fait une. Donc moi je me présente, je m'appelle Antoine Desrues, je suis rédacteur pour le site Écran Large et je suis accompagné du génial Thomas Martin, alias Gorkab, sur YouTube. Tu peux peut-être présenter un peu ce que tu fais justement sur la question des effets spéciaux. Absolument, depuis 2013, je fais une chaîne sur les images de synthèse au cinéma et je le fais en fait avec les créateurs de chaque film évoqué. Par exemple, je parle de E.T. de Spielberg refait pour les 20 ans du film en 2002. J'ai interviewé les personnes qui ont refait le E.T. en synthèse et quelles questions morales ils se sont dit, comment on peut refaire E.T. sachant que c'était pas du tout comme ça en 82. Et c'est un épisode à voir sur ma chaîne, mais voilà, aujourd'hui on va parler de pourquoi Hollywood fait croire que ça n'existe pas, les effets spéciaux au cinéma. Et vous allez voir qu'il y en a un peu partout en fait, des effets spéciaux. Peut-être que si vous suivez un peu l'actualité du cinéma, c'est forcément quelque chose que vous croisez en fait, cette idée, notamment avec notre cher Tom Cruise, et on y reviendra, cette idée que tout est fait pour de vrai, qu'il n'y a pas de VFX, ce qu'on appelle les VFX, donc on va revenir sur les définitions d'ailleurs. Cette idée presque qu'il y aurait une sorte de label bio sur le cinéma désormais, comme quoi voilà, avoir des effets spéciaux pratiques, des vraies cascades, c'est super, mais dès qu'il y a des effets spéciaux numériques, ça serait pourri. Et ce qui amène Hollywood à une forme non seulement de méconnaissance, mais même de mensonge autour de ces questions-là. Et on va essayer non seulement de vous montrer des exemples, mais aussi d'essayer de comprendre pourquoi. Donc avant toute chose, on va justement revenir sur les questions de définition, pour justement qu'on soit tous bien sur le même créneau. Donc déjà, le sujet dont on va majoritairement parler aujourd'hui, c'est celui des VFX, donc Visual Effects, c'est-à-dire toutes les techniques de manipulation d'image qui sont créées en post-production. Ce qui peut autant concerner le fait d'enlever un câble d'une image, ça peut être d'amener des CGI, et ça on va y revenir, de supprimer des fonds verts, ce genre de choses-là, tout ce qui nécessite de retravailler une image après la post-production. Les gens communiquement dans leur tête, effet spécial, c'est tous les effets spéciaux dans un film. Et en fait, tout ce qui est SFX, c'est tout ce qui est fait sur un plateau par des techniciens, donc maquillage, effet normal entre guillemets d'ouverture d'une porte, je ne sais pas par exemple, explosion et vrai câble. Si vous avez quelqu'un qui fait du kung-fu dans Matrix, il y a des gens derrière qui sont avec des poids pour faire lever la personne et faire genre elle saute super haut, et c'est ensuite en VFX derrière qu'on va effacer ces fameux câbles pour faire croire que la personne saute super haut alors qu'en fait n'a pas les capacités de faire ça dans la vie réelle par exemple. Et enfin du coup vous avez les CGI, qui est souvent le terme que vous entendez peut-être le plus aujourd'hui, qui est donc celui de Computer Generated Imagery. Donc en fait les CGI ça fait partie de la grande famille des VFX en gros, c'est-à-dire que le CGI c'est n'importe quel objet, corps, véhicule, ce que vous voulez, morceau d'herbe créé en image de synthèse, donc tout élément vraiment purement 3D et implémenté dans des calques en 2D de films, voilà, qui peut autant concerner l'armure d'Iron Man que voilà, un petit lopin de terre ajouté en post-prod sur un truc. Tout ça c'est du CGI et ça fait partie des VFX. Et donc du coup l'idée c'est de comprendre pourquoi le VFX à Hollywood est quelque chose d'extrêmement mal perçu et comment ça devient vraiment un élément marketing. Alors on vous a pris un exemple qu'on trouve assez parlant tout récent, d'ailleurs ils sont pas loin d'ailleurs, oui, sur notre stand. C'est celui du dernier SOS Fantôme qui vient de sortir, où ce que vous voyez en haut à droite c'est une image d'une featurette, donc d'un outil promotionnel mis en ligne récemment par Sony, je pense, qui s'occupe de SOS Fantôme, et vous remarquerez que du coup le casting a l'air sur un plateau avec un joli mur en gris, voilà, derrière. Alors qu'en réalité cette image là on l'avait déjà vue d'un BTS footage, donc behind the scenes footage, où on voit bien que c'est un fond vert derrière. Les mecs chez Sony ont sciemment changé la couleur du fond pour vous faire croire, quand vous voyez la featurette, que ce n'est pas un fond vert qui a servi à cette séquence-là. Ce qui est un petit peu absurde. Légèrement absurde. Et on le voit dans plein de behind the scenes, plein de making-of. Si vous avez Barbie par exemple, si vous regardez les making-of sur le Blu-ray, tous les fonds bleus ont été enlevés de façon très très moche et ils ont intégré le fond du film, alors que ce n'est pas comme ça que c'est fait sur le plateau de tournage. On avait même l'article du Guardian, un journal anglais, qui disait que Barbie avait été fait comme si c'était un film fait en 1910, avec une photo d'un magnifique fond bleu derrière la voiture de Barbie. Genre le mec il a même pas regardé ce qu'il mettait en photo de première couverture. Exceptionnel. Et tu m'avais parlé de Dune aussi, qui avait le premier Dune du moins, qui avait changé aussi des images. Dune, si on regarde le trailer, c'est juste un détail, mais le premier verre qu'on voit absorber la moissonneuse, les différentes dents s'entrechoquent mal. Tout ce que vous voyez dans les bandes annonces, ce sont des effets spéciaux pas finis, ce qui en plus entretient l'idée que l'image de synthèse est moche et pas bien faite et autres. Et en fait c'est juste le marketing qui veut des images le plus vite possible et qui demande ok, t'as un plan de fini, c'est pas grave s'il est pas fini, vas-y prends. Si vous regardez Jurassic World, le premier du nom, vous verrez que le plan avec le requin est totalement différent dans le film final comparé au trailer d'origine. Et ça c'est constamment sur
tous les films. Mad Max Fury Road est peut-être l'un des films qui a involontairement créé cette trend, cette idée en fait que finalement la cascade, les effets pratiques, c'est génial. Alors c'est vrai qu'il y en a dans Fury Road, hein, je vais pas dire le contraire, il y a énormément de cascadeurs fous et de trucs improbables dans le film, mais il y a aussi énormément de travail de VFX. Le canyon n'existe pas, hein. Les véhicules sont même souvent filmés séparément pour être rassemblés ensuite dans le plan pour des questions évidentes de sécurité. Et maintenant du coup quand on voit les images de Furiosa qui ont peut-être un peu plus d'effets visuels dans certains des plans montrés et certains ne sont effectivement pas encore totalement terminés, tout le monde est poussé une gueulante en disant mais qu'est-ce qu'a fait George Miller, il a changé sa méthodologie, il a cédé au VFX alors que la méthodologie a priori est exactement la même que sur Fury Road. Après je pense qu'il a plus le droit de tourner dans le désert qu'il a utilisé pour Fury Road parce que la Namibie lui a dit ok t'as défoncé le désert, tu reviens plus tourner chez nous. Il y a ça aussi je pense. Effectivement. Il y a trois en fait cas un peu qu'on avait envie, enfin trois raisons qui nous amènent à penser que justement il y a ce souci là dans la réception des effets visuels. La première qu'on a mis c'est l'image des stars. Alors justement, parlons tout de suite de Tom Cruise et en particulier des cas de Top Gun Maverick. Alors Top Gun Maverick, c'est peut-être le plus intéressant. Vous avez peut-être été émerveillé, comme je l'ai été d'ailleurs, et il n'y a pas de mal à ça, par la magie absolue du film d'un point de vue de ses effets pratiques, entre guillemets, dans son idée que les acteurs étaient vraiment dans des avions de chasse. Alors déjà, le mythe à débunker tout de suite, c'est qu'ils ne pilotaient pas les avions, hein. Tom Cruise ne pilote jamais l'avion de chasse dans Top Gun, il est dans le siège passager de l'avion parce que évidemment que l'armée américaine ne permet pas à Tom Cruise de piloter un F-18. C'est pas possible en fait. C'est ça. Ce qui amène ce que vous voyez sur l'image que je vous ai mis à gauche, cette idée que très régulièrement en fait le cockpit, même quand l'image que vous avez dans Top Gun est réelle dans le sens où Tom Cruise est vraiment dans l'avion en train de supporter la charge gravitationnelle et la vitesse de l'avion, tout ce qui est derrière lui, le cockpit, doit être recréé en post-production en CGI. Du coup, c'est nécessaire parce que sinon, ça marche pas. C'est ça. Le décor aussi que vous voyez derrière au sol est totalement faux. Pareil, sur d'autres plans, on le voit piloter. Ils vont recréer totalement l'habitacle, le tableau de bord, le fond, les canyons aussi. Ils vont pas faire des dogfights dans les canyons eux-mêmes. Non, tout ça est fait en post-prod, en image de synthèse, parce que tu peux effectivement donner l'illusion que l'acteur star qui fait ses propres cascades selon ce qu'il dit va se mettre en danger, va vraiment piloter l'avion, alors qu'en fait non, évidemment, l'acteur va pas faire ça, il va pas risquer, et les assurances ne vont pas risquer surtout qu'il meure sur un tournage juste pour faire une cascade. Non, tout ça est fait en post-prod avec des images de synthèse, mais chut, faut pas le dire. Et c'est ça le problème. Alors qu'il y a quasiment 2000 plans VFX dans Top Gun, il y en a 2500 dans le dernier Mission Impossible, pour vous donner une idée. Et l'image que je vous ai mis à droite est d'autant plus parlante aussi que, en fait, c'est ce que moi je trouve d'autant plus dommage, c'est qu'on ne vend jamais l'importance des VFX dans ces films-là, alors que les équipes qui bossent dessus sont parmi les plus brillantes dans leur domaine, puisque ce que fait Top Gun, c'est absolument génial, c'est-à-dire que pas mal des avions qu'il y a dans le film ne sont pas disponibles à la production. Notamment, la fin du film, si vous l'avez vu, les avions de génération 5 russe existent, mais ils sont évidemment pas disponibles à l'armée américaine. Ça semble à peu près compréhensible. Et donc, ce qu'ils ont fait, au lieu de faire ça, c'est de prendre des petits avions en leur mettant des repères gris dessus. Donc, l'avion est vraiment filmé. Ça donne une référence pour les animateurs en VFX qui, en fait, n'ont plus qu'à repasser l'élément en CGI par-dessus. Ils ne partent pas de rien, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que quand vous avez un élément de référent dans votre plan, c'est génial parce que vous avez l'ombre, vous avez la vitesse, vous êtes sûr que le mouvement il va être le même, vous savez que vous allez reproduire le plus fidèlement possible la réalité, même si vous mettez un élément VFX par-dessus. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les avions de chasse de génération 5 dans Top Gun Maverick, faut quand même sacrément bien regarder pour se rendre compte qu'ils sont en VFX jusqu'au moment où ils explosent en gros. C'est ça. Mais c'est vrai que d'avoir un élément physique sur le plateau de tournage, ça donne effectivement les conditions d'éclairage, les couleurs, le type de soleil, ce genre de choses. Sur le premier Star Wars épisode 1, pas l'épisode 4, je précise, en 99, Jar Jar Binks, sur le plateau, en fait, on avait Ahmed Best avec une tête de Jar Jar Binks au-dessus, de façon à ce que les acteurs puissent regarder vers la hauteur qu'allait avoir le personnage au final. Au début, ils voulaient effacer Ahmed Best et refaire un coup en image de synthèse, et au final ils se sont dit on va refaire entièrement Jar Jar Binks en image de synthèse, et comme en fait ils avaient la tête et les références de lumière, d'ombre et de tout ça, ils ont pu refaire ça assez facilement, et c'est pour ça que le personnage s'intègre aussi bien dans un film sorti en 99, sachant que faire un personnage entièrement en image de synthèse en 99 c'était extrêmement compliqué. Il y a très peu d'exemples avant ça. On a Draco dans Cœur de Dragon en 96, on a effectivement les dinosaures de Jurassic Park en 93, mais c'est vraiment des exceptions. C'est vraiment pas la majorité de tous les films qui sortaient à Hollywood, et c'est pour ça que c'était un gros pari encore en 99, alors qu'aujourd'hui c'est
monnaie courante entre guillemets. Ce qui est d'autant plus énervant, c'est que voilà, vous avez des équipes qui font un travail de fou furieux, mais en fait, la narration sert Tom Cruise et que Tom Cruise. Et notamment cette idée très énervante que du coup dans les featurettes, dans ses interviews, alors c'est vraiment l'acteur qui le reflète le plus, cette problématique, et c'est même ce qui nous a donné aussi envie de faire cette conférence, c'est que quand en interview, il va toujours dire no CGI. Il n'y a pas de CGI dans mon film, ce qui n'est pas vrai en fait. Et ça sert du coup son storytelling de méga action star de la dernière de sa génération, qui fait tout lui-même, qui produit, qui tient à faire ses cascades lui-même. Ce qu'il fait aussi en partie, c'est pas pour dire qu'il ne le fait pas, et le choix courageux de dire il faut que dans Top Gun les acteurs soient vraiment dans des avions pour qu'ils ressentent les effets et que le spectateur le ressente aussi. Vous avez ce plan, moi que j'adore dans le film, au moment du climax, quand il sort du porte-avions et que d'un coup, quand il décolle, il y a vraiment cette espèce de pression qu'il ressent. Que c'est vous génial. ne pouvez pas faker en studio, c'est pas possible en fait. Il y a un truc totalement naturel. Tu là, pourrais qui le est foutre génial. sur un rig, éventuellement à faire le kick, mais bon, ça rendrait pas aussi bien. Donc pour cette image des stars, alors Tom Cruise est le cas évident, mais on avait deux autres exemples qu'on trouvait assez amusants pour des raisons différentes. Le premier, c'est Thomas, tu vas peut-être revenir dessus. Attends. C'est celui de Jessica Alba Voilà. dans Machete. Et alors, celle au centre, c'est celle issue du film. Il faut bouger la caméra comme ça, elle est fixe, elle ne bouge pas, et on voit ensuite un plan sur son visage qui entend une sonnerie venant de son ordinateur, et là elle bouge. Mais en fait, c'est juste un plan fixe d'elle dans la douche comme ça. Donc ça, c'est le plan du film. Le plan que vous voyez à gauche, c'est elle sur le tournage, parce qu'elle refusait d'être nue pendant la scène. Donc, elle avait un soutien-gorge et une culotte. Et donc, ils ont, en post-prod, refait ses seins et refait ses fesses. Et aussi, si vous arrivez à voir sur la dernière image, c'est la différence entre l'image finale et l'image de tournage. Dans la différence, vous voyez qu'ils lui ont retiré du ventre, alors que Jessica Alba, il n'y a rien à retirer, entre guillemets. Et le problème, c'est que c'est tellement mal fait que si vous regardez l'image centrale, vous verrez qu'ils ont effacé, mais en fait, si vous regardez la jambe droite, vous verrez qu'il y a un truc qui ne va pas. Il s'est effacé un peu à la va-vite. Et le truc, c'est que ses fesses ont été refaites, ses seins ont été refaits. Il y a une source disant que c'est sa doublure qui aurait été la base de ce changement. Mais c'est l'actrice qui choisit son apparence. On le voit dans la série Game of Thrones aussi avec le Walk of Shame de l'actrice Lena Headey quand elle passe à Port-Réal, je crois, c'est ça ? Son visage est surimposé sur le corps d'une autre actrice. C'est plus ou moins bien fait selon les plans. Mais en fait, c'est l'actrice qui va choisir un peu la doublure corps, l'apparence qu'elle veut que les gens voient et que les gens retiennent d'elle. Il y avait des exemples atroces, genre Roger Corman dans ses petites productions des années 80 qui disait « Ok, la scène de nu tu l'as fait, ou alors je vais chercher la pute la plus moche sur Sunset Boulevard et ce sera celle-là qui servira de doublure corps dans le film. » Donc c'est atroce, mais en fait, il l'obligeait à faire les scènes de nu plutôt que les gens s'imaginent que son corps, c'est ça dans le film. C'est atroce ça. Au moins, il y avait. En plus, ça a été presque un argument marketing. Enfin, Jessica Alba l'a totalement assumé en interview, contrairement à Tom Cruise d'ailleurs. Vous pouvez trouver sur internet très facilement où en fait elle dit ouais non, je voulais pas être nue, donc il s'est entièrement fait en image de synthèse. Elle fait l'interview avec Michelle Rodriguez en plus et elle se marre du fait que ouais non, on peut montrer ce qu'on veut et vous faire croire ce qu'on veut sur l'apparence des actrices dans les films. Aujourd'hui, je doute qu'on ait ce genre de featurette où on expliquera que bah non, en fait c'est du faux parce qu'il faut donner la magie, je sais pas quoi à Hollywood. D'où l'exemple suivant, parce que celui-là, pour le coup, quand tu m'en as parlé, j'étais vraiment bluffé par la réussite de l'effet qui est totalement invisible, qui est dans le dernier James Bond, No Time to Die, Mourir peut attendre, où vous avez cette séquence où James Bond retrouve une autre espionne incarnée par Ana de Armas. Donc il y a quand même la société d'effets visuels d'Ineg qui a quand même sorti une petite featurette. Donc on a justement l'extrait là, et on va vous le montrer, vous allez voir. Attention, ça va très vite. Très rapide, regardez bien. Là, vous voyez Ana de Armas qui... Voilà. Les jambes d'Ana de Armas ne sont pas ses vraies jambes. Voilà. Parce qu'en fait, sur le plateau de tournage, plutôt que de risquer de s'exploser les chevilles à faire la cascade avec des vrais talons hauts, en fait, elle portait des baskets classiques. Et en post-prod, ils ont refait ses jambes et réintégré des talons hauts sur ses pieds. Comme ça évite à l'actrice de se faire mal pendant le tournage. Et je dirais pas que c'est facile à faire, mais c'est possible de le faire. Donc ça donne cette option à l'actrice. Soit on fait juste un remplacement des pieds, soit on va carrément replacer le pied de façon à faire un impact à un autre endroit. Qui d'ailleurs est aussi, là pour le coup, une aide pour les cinéastes, parce que d'habitude quand vous faites une séquence comme ça, vous faites plutôt de 3/4 pour pas trop montrer l'impact et surtout le fait que l'actrice va évidemment viser à côté, pour pas toucher le cascadeur en face. C'est ça. Mais là, le fait d'aller dans cette méthodologie-là permet aussi de faire un plan totalement de profil pour elle, où vraiment elle donne le coup de pied et où en fait vous étendez un peu la jambe derrière et où vous la remontez.
pour finalement donner la sensation qu'elle touche vraiment la personne en face. L'exemple, quand tu me l'as envoyé, j'étais en mode « What the fuck ?» Comment ils ont fait ça? Tu l'as déjà évoqué un petit peu, mais c'est vrai que la deuxième raison pour nous, c'était effectivement de dire, comme tu le disais, que le secteur est incompris, et pas seulement par les gens qui travaillent en fait, les gens dans l'industrie en fait, et puis le public en général. Alors effectivement, Barbie, c'est le cas le plus extrême qui a vraiment fait râler tout le monde ces derniers temps. C'est ça. Puisqu'effectivement, le making-of qui est censé vous renseigner, enfin tout le monde parle quand même du fait qu'un making-of, ça a permis à certains même cinéastes de découvrir comment ça fonctionne et d'avoir envie eux-mêmes de devenir réalisateurs. Et là, dans le cas de Barbie, vous avez un gros mensonge éhonté, puisque sur l'image de droite, comme vous le voyez, c'est une image du making-of qui vous fait croire que la sortie de Barbieland en voiture était faite sur matte painting, ce qui est faux, parce qu'en fait, le film repose régulièrement sur des techniques à l'ancienne pour refléter l'artificialité du monde de Barbieland, et ça, c'était plutôt malin de leur part. Mais plutôt que d'assumer que dans ce cas présent, c'est du fond bleu, et non, ils ont retouché le fond bleu, et du coup, bon là, ça se voit pas extrêmement bien sur le PowerPoint. Vous le verrez pas d'aussi loin que ça. De Ryan Gosling en particulier est vraiment dégueulasse en fait. Sur les images en gros plan, c'est absolument atroce. Et d'ailleurs, ça amène une autre problématique qui est là aussi liée à Tom Cruise. C'est que les images que je vous ai mis de Top Gun plus tôt, c'est les seules images qu'on a des VFX de Top Gun. C'est-à-dire qu'en fait, quand Top Gun a voulu, comme le font la plupart de ces films-là, postuler pour l'Oscar des meilleurs effets visuels, ils sont obligés de donner quand même des preuves de ce qu'ils ont fait, en fait, et un travail, un breakdown VFX, comme on dit. Sauf qu'en fait, pour la plupart des films, si vous cherchez breakdown VFX sur YouTube, vous le trouvez immédiatement, en fait. Les sociétés comme Weta, comme ILM, évidemment, aiment montrer la qualité de leur travail très tôt après la sortie d'un film. Et en fait, aujourd'hui, on soupçonne même qu'il y a quand même dans les contrats faits avec certains studios et certains films, en particulier ceux de Tom Cruise, qu'en fait les breakdowns VFX ne sont présentés qu'à la dernière minute. Donc par exemple celui de Mission Impossible 7, donc qui est sorti pour rappel l'été dernier, le breakdown VFX d'ILM n'est sorti qu'en janvier 2024 sur YouTube. Pile pour les Oscars. Pile pour les Oscars. Et qui révèle d'ailleurs au passage qu'il y a vraiment beaucoup de VFX dans Mission Impossible 7. Et Top Gun, les images que je vous ai tirées, c'est les seules qu'on a. Il n'y a pas de breakdown VFX de Top Gun, y compris dans le making-of du film. C'est ça. Vous n'avez que le petit extrait qui a été en fait diffusé pour les Oscars. Les Oscars font un montage avec des explications des professionnels qui expliquent comment ça s'est passé. Ce petit montage est la seule source qu'on a d'informations pour comprendre comment a été fait Top Gun Maverick d'un point de vue des effets visuels. Sachant que ce sont les effets spéciaux qu'ils ont le droit de communiquer, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas le droit de communiquer. Genre, ça fait des années que Tom Cruise est lifté en post-prod, par exemple. Là, c'est un peu plus difficile depuis qu'il a eu 60 ans. Ça se voit un peu plus sur son visage qu'il a un peu vieilli. Mais si vous regardez Mission Impossible 7, il est vraiment rajeuni sur beaucoup des plans du film, sachant que le film a été tourné en plein Covid, donc avec un arrêt de production, une reprise de la production. Et je crois qu'il avait une grosse colère sur un plateau en disant... Sur celui de Mission Impossible 7, pendant le Covid. Ouais, c'était ça. C'est ça. S'il avait loué un bateau et tout pour isoler l'équipe en pleine mer pendant le tournage, donc il avait un peu moyennement bien pris que certains n'avaient pas le masque sur le plateau, je crois. C'était ça. C'est le gros problème de ça. Et pour continuer sur ce que tu disais, alors on avait pris cet exemple-là parce que c'était toi qui me l'avais évoqué, justement, cette façon dont les acteurs en fait, ne maîtrisent pas justement cette notion-là. Pour eux, ils voient le plateau de tournage, ils voient, voilà, c'est la magie, on a refait un décor, on a fait Beetlejuice, tout ça. Et pour eux, c'est tout ce que les acteurs vont voir. Et donc, on a eu Jenna Ortega récemment sur un tapis rouge qui parlait de Beetlejuice 2 en disant il n'y a pas d'effets spéciaux dans Beetlejuice 2. Et en fait, j'ai une connaissance donc, dont le tweet s'affiche ici, qui répond à un tweet de Discussing Film qui dit littéralement ah bon, c'est pas sur ton film à toi que je suis en train de faire 60 heures de travail par semaine pour faire tes effets spéciaux. Ok, donc en fait mon travail n'existe pas. Voilà. Mais les acteurs ne savent pas parce qu'ils ne voient pas ces petites mains entre guillemets en coulisses s'affairer pour rendre le film fini en fait. Parce que la performance des acteurs c'est une chose. Mais si vous regardez par exemple La planète des singes avec Andy Serkis qui déclare oh là là, c'est ma performance qui est à l'écran. Non, c'est les artistes derrière qui ont vu comment jouait Andy Serkis, qui ont effacé Andy Serkis de l'image et sur un cheval notamment, et qui derrière ont refait une marionnette en image de synthèse et qui réaniment en se basant à peu près sur la gestuelle d'Andy Serkis, parce qu'effectivement il y a des points sur le visage pour traquer ses mouvements des yeux, ses mouvements de lèvres et autres, mais c'est une base. On ne transcrit pas directement la performance d'un acteur qui a été capturé. La performance d'un acteur qui a été capturé, ça n'a jamais été en fait un pour un. Il y a toujours des problèmes sur le tournage, il y a des points qui vont mal réagir au capteur, il y aura des conneries qui vont partir, genre d'un seul coup, si vous avez deux acteurs qui sont l'un face à l'autre, les points du bras ne seront plus visibles. Donc ça peut déconner, on va voir le bras qui peut faire un truc bizarre comme ça en post-prod. Et donc il faut réanimer tout ça en post-prod, mais les acteurs dans la promotion vont dire non,
c'est moi qui fais cette performance, c'est moi qui, par mon jeu d'acteur et mon expérience, ai fait vivre ce personnage en image de synthèse que vous voyez à l'écran. Ce qui est totalement faux. Il y a des centaines d'animateurs derrière qui vont rendre cette performance possible. Et ils sont tous invisibilisés avec ce discours d'acteurs qui disent non, c'est ma performance que vous voyez à l'écran, il n'y a pas d'image générée par ordinateur, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas d'effets visuels. En fait, cette idée qu'il y aurait une forme de froideur presque inhumaine dans l'idée même du pixel et du VFX, et qu'en fait, même quand on parle de performance capture, effectivement, c'est l'idée que c'est la performance humaine qui donne vie à l'effet spécial. Et c'est vrai que tu parlais de la planète des singes, c'était l'exemple le plus extrême où ils étaient effectivement très fiers de mettre en avant Andy Serkis, où ils avaient fait une vidéo très impressionnante à l'époque d'une scène du film avec juste Andy Serkis et la caméra qui se rapprochait et petit à petit il morphait en César le singe, et pour bien mettre en avant sa performance, mais effectivement en invisibilisant derrière toutes les personnes. Parce que les mecs tournaient dans des décors réels, donc en forêt. Et en forêt avec de la pluie qui tombe. Donc les capteurs, sachant que la première capture de mouvement qui avait été tentée dans un film, c'était sur Schwarzenegger en 90 sur Total Recall. Et Schwarzenegger, pendant sa capture de mouvement pour faire un squelette au final dans le film, Schwarzy portait un short extrêmement moulant, gris, réfléchissant. Toute la performance capture a été foirée. Entièrement foiré parce que Schwarzy a choisi de faire le mâle alpha, j'en sais rien, à se mettre avec un short extrêmement moulant, et donc ils ont dû refaire tout à la main. Parce que les points que vous avez sur vous, les espèces de petites boules ou les petits points sur votre visage, il faut qu'ils soient captés par des caméras. Et s'il y a quelque chose qui rend impossible cette capture, bah, derrière, ok, vous pouvez dire dans vos making-of, dans votre press tour et autres, que ça a été fait avec de la capture de mouvement et donc que l'acteur a été bien capturé. Mais derrière, il y a tout ce travail de récupération pour essayer de refaire la scène telle qu'elle devait être faite à la base avant qu'elle foire. Et généralement, les boîtes de VFX n'ont pas des budgets illimités. Et si un plan foire, c'est à eux, sur leur propre denier, sans que le studio redonne de l'argent derrière, de refaire le plan de zéro. Et on a des studios qui sont morts à cause de ça. Ouais, on va revenir là-dessus un peu après. Mais pour finir sur cette idée de l'incompréhension du secteur, c'est aussi parce que, et ça vaut pour moi aussi en tant que profane qui découvre un peu ce milieu-là et qui m'intéresse beaucoup à ça, on soupçonne jamais, et vous non plus en fait, à quel point il y a des VFX absolument partout, dans quasiment tout ce que vous regardez, y compris dans les choses les plus improbables. Et tu m'as donné un exemple qui est absolument génial. Donc là, on a aussi une vidéo qu'on va vous lancer, mais peut-être que tu veux l'introduire un peu avant qu'on lance ce que c'est. Alors, du côté de Montpellier, il y a un petit studio qui s'appelle les Tontons Truqueurs, j'adore le nom, qui en fait sort entre 60 et 100, 120 plans truqués par jour. Par jour. Ils ont des plateaux de tournage où en fait il y a des QR codes au plafond, ce qui fait que les caméras qui captent ces scènes peuvent ensuite se replacer dans l'espace et réintégrer de la 3D là-dedans. Et vous ne saurez jamais ce qui sort, enfin quel est le besoin de ces 60 à 120 plans par jour, mais avec la vidéo que vous allez voir, pour ceux qui connaissent un peu, vous saurez ce que c'est. On va pouvoir la commenter en même temps.
extension de décor ou des choses comme ça, C'est ça. et que la qualité du travail ne se remarque même plus. C'est Enfin, là, ça. vraiment, les exemples qu'ils ont mis dans leur démo reel est absolument Absolument impressionnant. Et du coup, la troisième partie qu'on avait envie d'évoquer, c'était la question des limites d'Hollywood. Donc justement, tu l'évoquais déjà un peu, mais c'est déjà, il faut peut-être revenir sur ce que sont les boîtes de VFX qui travaillent notamment avec les studios hollywoodiens. C'est quoi leur fonctionnement et comment, du coup, elles gagnent ou pas d'ailleurs de l'argent. Tout ce qui est boîte de VFX à Hollywood, en fait, ils font en sorte, tous, de parier, entre guillemets, sur un projet. Et le problème, c'est qu'en fait, ceux qui disent qu'ils peuvent faire les effets spéciaux pour le moins cher, généralement obtiennent le contrat. Et le problème derrière, c'est qu'en fait, généralement, c'est pas assez pour finir le film. Donc, ils engrangent en faisant plusieurs projets en même temps. Ils comptent sur des crédits d'impôt, que ce soit au Canada, que ce soit en France bien, depuis pas longtemps, ou dans d'autres pays. Et le problème, c'est qu'on a des boîtes reconnues qui font des effets spéciaux d'animaux depuis des années. Donc Rhythm News notamment, qui avait fait le chat dans Hocus Pocus, qui avait fait le lion dans Narnia, et qui du coup avait fait le tigre dans l'Odyssée de Pi. Il y a eu des gros problèmes sur l'Odyssée de Pi qui fait qu'ils ont dû refaire tous les plans à leurs frais. Ils ont chopé un Oscar pour les effets visuels du tigre et de l'ensemble des effets visuels du film. Et dans le même temps, le studio fermait. Il y avait une faillite de Rhythm News qui était quand même effectivement, comme tu le dis, une boîte très très importante. Très importante. Au-delà ils étaient vraiment spécialisés dans les animaux, dans les rendus d'animaux. Ce que tu citais Narnia, mais ils avaient aussi fait Babe de George Miller. Ils étaient vraiment spécialisés là-dedans. Et donc voilà, au sein de tous les autres studios qui étaient appelés pour travailler sur l'Odyssée de Pi, eux avaient la responsabilité du tigre. Et en fait, on ne sait pas précisément ce qui s'est passé, mais les comptes rendus disent qu'en fait, à mi-parcours dans la production, Ang Lee et ses producteurs auraient décidé de faire autre chose. Le rendu du tigre devait se faire autrement, ou qu'il y avait un choix dans l'esthétique du tigre qui devrait être différent. Et donc Rhythm News a dû tout refaire, surtout comme tu le disais. Sur ses propres deniers, sans extension de budget. C'est ça, en fait, tout le monde, toutes les boîtes de VFX sont contractuelles. Elles travaillent beaucoup à être le moins cher possible. Ce qui fait que quand vous travaillez, notamment avec l'exemple le plus parlant aujourd'hui qui est Marvel, qui demande énormément de production très rapide, avec des fois énormément de retouches faites sur les films à la dernière minute, des scénarios retournés, des reshoots faits à la dernière minute. Les équipes finissent sur les rotules, font ce qu'on appelle du crunch, donc les fameuses heures supplémentaires pas payées où tout le monde accepte de ne pas dormir de son week-end pour bosser. Voire de dormir sous le bureau, sous l'ordinateur et de se réveiller après, de continuer de bosser et de dormir sur place pendant des semaines. C'est arrivé. Ce qui non seulement joue sur la qualité des effets, parce que forcément vous faites des fois les minimums syndical pour que votre plan soit réalisable et qu'il puisse être mis dans le film, mais vous avez beaucoup de travail de détail qui n'est pas implémenté. L'exemple le plus parlant chez Marvel, ça a été Black Panther 1. Tout le climax a été retourné 4 mois avant sa sortie. Et du coup, si vous trouvez ça moche et que ça ressemble à une cinématique de PlayStation, c'est pour ça. Parce que les équipes de VFX ont eu 2 mois pour pouvoir refaire l'intégralité des effets généralement, du film à ce moment-là. Si les effets sont moches dans les films, c'est parce que les artistes n'ont pas eu le temps de les finir. Et donc ce que vous avez dans le film, c'est le mieux qu'ils ont pu faire dans le temps qui leur était imparti. Et on a des fois, comme notamment dans Marvel, c'était lequel, le Thor 4, où des effets spéciaux sont finalisés après la sortie du film. Sur genre, c'était une tête flottante d'un gamin qui avait été enlevé. Flottante, qui a été refaite pour la version Disney+, parce que tout le monde a trouvé ça tellement hideux qu'ils ont dit bon bah on le refait. On a un autre exemple assez atroce où c'est la comédie musicale Cats qui sort au cinéma. Et en fait, ils se rendent compte quand le film sort qu'en fait, tous les chats humanoïdes ont un anus. Et du coup, une semaine après, ils ont dû mettre à jour le fichier envoyé aux salles de cinéma pour enlever tous les anus du film. Moi, je veux voir la version avec les anus parce que j'ai pas vu la version. Imaginez être un artiste VFX et devoir peindre des anus. Et dire à vos parents, c'est pour ça que t'as payé mon école de 3D. C'est pour que je peigne des anus dans un film. Magnifique. Ouais. Et du coup, effectivement, comme tu le disais, en fait, la marge à force de réduire les coûts au maximum, d'avoir des équipes qui sont en burn-out permanent et où ça tourne tout le temps, la marge que se font les boîtes est déjà minime. Donc, en cas de problème majeur, comme ça a été le cas sur l'Odyssée de Pi, en fait, votre boîte a fait faillite. Et effectivement, d'ailleurs, là, on vous l'a pas mis là, mais vous pouvez le voir sur Internet, c'est aussi terrible. C'est-à-dire vraiment que les superviseurs VFX, donc qui géraient toutes les boîtes en simultané, c'est eux qui reçoivent l'Oscar des meilleurs effets visuels pour l'Odyssée de Pi. Alors que les gens de Rhythm News faisaient une manifestation dehors, et alors qu'ils reçoivent l'Oscar et qu'ils essaient de dire le milieu des VFX c'est difficile et on plaint Rhythm News qui est en banqueroute, c'est pas seulement, vous savez, le truc aux Oscars, on vous met la musique pour vous dire de vous taire et qu'il faut terminer, c'est que là on leur coupe le micro en fait.
on leur coupe le micro pour les empêcher de dire que Rhizome News est en train de faire faillite à cause du travail qu'il y a eu sur l'Odyssée de Pi. Ce qui est absolument terrible. Et c'était en 2012. Donc je peux vous dire que la situation ne s'est pas améliorée depuis 2012, elle s'est même aggravée depuis. Mais comme en fait on invisibilise toutes les équipes derrière et qu'on a rarement des gens qui en parlent sur Twitter ou publiquement, parce qu'ils ont peur de, s'ils parlent, ils pourraient eux-mêmes être blacklistés et ne plus être remis sur d'autres productions après. C'est déjà arrivé. Je voulais parler avec quelqu'un qui bossait chez Blue Sky, donc ceux qui ont fait les Âges de glace, qui avait commencé sa carrière chez Disney sur de la 3D vraiment minime, sur La Petite Sirène, sur La Belle et la Bête, ce genre de choses. Et en fait, il était d'accord pour me parler de cette période-là. Et puis, du jour au lendemain, Disney a racheté la Fox, racheté Blue Sky du coup, parce que la Fox, Blue Sky appartenait à la Fox. Et au lieu de faire continuer Blue Sky, Disney a fermé Blue Sky parce qu'en fait, c'était un studio en plus, alors qu'ils ont déjà Pixar, ils ont déjà leur 3D en interne. Ils se sont dit, ça sert à rien, on le ferme. Et du moment où en fait, Blue Sky était fermé, lui s'est retrouvé sans boulot. Et il a refusé de me parler à ce moment-là parce qu'il ne voulait pas faire de vagues. Il voulait absolument pouvoir retrouver du boulot dans l'industrie. C'est terrible. J'ai pas essayé depuis de le recontacter. Je ne sais pas si maintenant il est plus confortable niveau travail. Ce serait un truc à refaire. Mais c'est des situations qui sont extrêmement précaires et des gens qui sont extrêmement talentueux et qui sont... Voilà, c'est aussi pour ça que beaucoup d'artistes VFX ne dépassent pas la quarantaine et changent carrément de vie, changent carrément d'orientation professionnelle parce qu'en fait, ils ne peuvent pas avoir de vie de famille. Si en fait, du jour au lendemain, ils sont mis sur un projet... s'ils habitent par exemple en Californie et que le projet, s'il est à Vancouver, c'est pas très très loin, ça va, mais imaginez-vous qu'il soit à Montréal, il faut faire bouger lui et son compagnon, par exemple, ou sa compagne. Si vous avez des enfants, il faut les faire bouger aussi en même temps. Il faut trouver des écoles là-bas, il faut que le conjoint ait un travail en même temps. C'est extrêmement difficile comme industrie de perdurer comme ça après une certaine période. Vous voulez vous dire au bout d'un moment, je suis plus jeune, je peux plus faire ça, je peux plus faire autant d'heures supplémentaires qu'avant. Mon corps, il subit un peu trop, donc c'est un peu mort pour ça. Donc au bout d'un moment, vous dites, est-ce que je passe ma vie au travail, même si j'adore ce travail, même si c'est un peu ma vie et j'ai voulu faire ça depuis toutes ces années, ou est-ce que vous dites à un moment donné, stop, on va prendre du recul, on va essayer de faire autre chose que passer son temps au travail. C'est la même chose pour n'importe quel boulot, mais là c'est encore pire parce que vous êtes un artiste et c'est un peu votre rêve. C'est compliqué. Et c'est aussi, moi j'avais parlé à quelqu'un anonymement qui travaillait pour l'une des plus grosses boîtes anglaises et il avait à peu près mon âge et il était déjà lessivé par le boulot et surtout il me disait que en fait... même en travaillant sur une boîte aussi importante que celle dans laquelle il était, et sur des projets aussi importants que ceux qu'il avait, en fait, du coup, ces boîtes-là, comme elles sont elles-mêmes contractuelles, elles ne prennent que très rarement des CDI. Elles ne donnent que des CDD renouvelables, et enfin, en fait, des missions même plutôt, d'ailleurs. Des CDD de chantier. Voilà, donc en fait, non seulement vous travaillez constamment pendant 6 mois, mais pendant que vous êtes en train de bosser, il faut que vous commenciez à faire des recherches pour avoir du boulot ailleurs. Alors des fois, vous êtes bien, si vous êtes déjà implémenté dans la boîte, elle va vous remettre sur d'autres projets, mais il faut que vous espériez ça. Et en plus, dans le cas de l'Angleterre, il faut que vous ayez votre visa. Donc si vous ne travaillez plus, même pendant 1 mois, ciao, il faut que vous rentriez en France. Donc il me parlait de ces soucis-là, et il me disait surtout que par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire dans ces problématiques-là de temps, notamment sur des productions de Disney, évidemment, on ne peut pas trop parler parce que Disney possède Pixar, possède Star Wars, possède Marvel, possède plein de trucs. Donc si vous êtes blacklisté, c'est un peu un problème parce qu'ils gèrent beaucoup de films sur lesquels vous pouvez potentiellement travailler. Et en même temps, quand vous êtes contraint de faire le final de Black Panther en 2 mois, le problème c'est que ce plan-là, après, vous le mettez dans votre CV. Vous dites, ça c'est moi qui ai fait. Et sauf que quand c'est moche, c'est compliqué à justifier. Donc, et sauf qu'en fait, c'est pas de votre faute. C'est parce que la méthodologie sur le plateau était pas la bonne, parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour les équipes pour faire ce qu'il fallait. Et c'est justement un souci que je voulais évoquer avec la slide suivante, qui est aussi un truc dont on parle finalement pas assez à mes yeux, c'est qu'il y a aussi la responsabilité des studios et des réalisateurs surtout. De plus en plus, et notamment pour prendre l'exemple de Marvel, les réalisateurs sur ces projets-là viennent du cinéma indépendant, n'ont jamais travaillé avec des effets visuels numériques. Et ils n'ont pas de formation pour ça. Pour Marvel, c'est pas un problème parce qu'ils se disent ce qu'ils veulent, c'est des réalisateurs qui font avant tout la direction d'acteurs et qui vont gérer le fait que le scénario soit bien suivi à la lettre. Donc un peu les bons petits soldats. Et sur le côté purement technique, on leur dit t'inquiète poto, fais confiance. Et sauf qu'en fait, le fait de faire confiance, ça suppose de faire confiance au superviseur VFX, mais aussi à l'assistant réalisateur, aussi au chef op, aussi à telle personne, qui n'ont parfois d'ailleurs pas le même avis sur la manière d'appréhender certaines choses. C'est pour ça qu'en parallèle, vous avez des gens comme Cameron qui, évidemment, eux, arrivent sur le plateau en disant « Je veux savoir comment tout fonctionne, comme ça, on prend les meilleures décisions possibles ».
Là, l'exemple que je vous ai pris là, il est assez parlant parce que ça peut paraître être un détail tout bête, mais l'un des pires réalisateurs dans ce domaine-là, c'est John Watts, le pauvre. Hein. Alors, c'est pas de sa faute, hein. Enfin, un peu quand même, mais donc le réalisateur des derniers Spider-Man avec Tom Holland, qui lui vient vraiment du cercle indé, qui n'avait jamais rien fait avec des VFX de très imposants avant. Et donc c'est typiquement l'exemple où, d'ailleurs, les effets des Spider-Man avec Tom Holland sont franchement assez ratés, en particulier dans No Way Home. Et là, je vous ai pris un exemple d'un breakdown de Digital Domain. C'est la scène du retour du Dr Octopus. Si vous avez vu Spider-Man 2 de Sam Raimi, vous aviez évidemment les tentacules du Dr Octopus qui étaient régulièrement déjà en CGI, mais vous aviez aussi des animatroniques, ce qu'ils n'ont pas du tout fait sur No Way Home. En soi, c'est pas un problème. Sauf que quand vous aviez des animatroniques, Alfred Molina, l'acteur qui interprète le Dr Octopus, était constamment soit sur câble, soit avec des gens pour au moins le surélever quand même. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait sur No Way Home? Grosse technique de feignasse, ils l'ont mis sur une plateforme pour le surélever en même temps que les tentacules. Sauf que du coup, comme vous pouvez le voir, ses pieds pendent pas dans le vide en fait. Ce qui est un peu emmerdant et ce qui fait que le plan que je vous ai mis après, c'est qu'à part sa tête, tout le reste est recréé en CGI. Parce qu'en fait, c'est nécessaire. Parce que pour recréer la dynamique de ses pieds qui flottent dans le vide, parce que personne n'a eu l'idée de le mettre sur câble, sur le plateau, des animateurs doivent perdre des journées et des journées à refaire ça. Et certains l'ont dit en disant qu'en particulier chez Marvel, mais pas que, le problème n'était plus seulement de créer, mais de corriger. Et de corriger des problèmes qui en fait n'auraient pas dû avoir lieu sur un plateau si les gens qui faisaient ces choses-là savaient un peu s'y prendre et si surtout les équipes se coordonnaient entre elles et que les réalisateurs savaient un petit peu comment tout ça fonctionne. Le réalisateur est très important dans ce cas précis, parce que si vous avez un réalisateur effectivement qui ne sait pas ce que c'est qu'un effet spécial, qui ne sait pas ce que c'est qu'un effet visuel, c'est même pas de la caricature à ce niveau-là, c'est on verra ça en post-prod. Et du coup, en fait, il en a rien à faire, et c'est les équipes d'artistes VFX qui derrière vont trimer pour essayer de rendre son film à peu près visuellement acceptable au cinéma. Et je dis à peu près parce qu'effectivement, c'est le rush total. Les mecs sont mal payés, les mecs font des heures indues, et au final, tout le monde les déteste parce qu'ils disent tous « c'est moche ». Imaginez-vous faire ça pendant 10-15 ans. Et c'est pour ça que le plus important, c'est vraiment d'arriver, et je pense que pour vous, en tant que spectateur, c'est aussi ce qu'on avait un peu envie de vous dire, c'est qu'il faut retrouver cette magie, ce qui est d'ailleurs paradoxal parce que l'un des plus gros succès de ces dernières années reste Avatar 2, et donc on en vient quand même à se dire que c'est important effectivement qu'on retrouve cette magie-là des VFX qu'on avait au début des années 2000 avec justement les Spider-Man, le Seigneur des Anneaux et plein d'autres choses où les techniques en plus se mélangeaient, la prélogie Star Wars aussi évidemment. Ouais, bien sûr. Et je voulais terminer sur un truc parce qu'en même temps, c'est pas pour vous mettre le seum jusqu'au bout, hein, mais un petit peu quand même, parce qu'il y a souvent un exemple qu'on cite ces dernières années comme la réussite absolue en termes de CGI, c'est Pirates des Caraïbes, et en particulier le personnage de David Jones, comme vous pouvez le voir, qui reste effectivement une merveille absolue de création en VFX. Et en même temps, si certains le mettent en avant pour dire pourquoi Marvel n'arrive plus à faire ça, et au fond, c'est peut-être parce que Pirates des Caraïbes est un peu responsable. Alors pourquoi? Parce que Pirates des Caraïbes, si vous le premier film est sorti en 2003, énorme succès inattendu pour Disney, qui lance immédiatement la production du 2 et du 3 qui se font en ce qu'on appelle en back-to-back, donc en même temps, juste à la suite, en même temps. Le problème, c'est qu'ils ont 1 an pour écrire le script et ils ont très peu de temps pour se lancer dans la création des films, ce qui fait que Pirates des Caraïbes 3 en particulier, production très très longue, avec un immense climax bourré de VFX dans tous les sens, a été fait en très très peu de temps. Et justement, je vous ai pris un extrait d'un article de Gizmodo qui s'appelle Abuse of VFX Artists is Ruining the Movies, où ils interviewent quelqu'un dans l'industrie des VFX qui dit justement qu'au moment de Pirates des Caraïbes 3, il a dit on a été nombreux dans l'industrie à voir ça d'un mauvais œil parce que nous savions que nous n'aurions jamais plus d'argent ou de ressources vu qu'ils ont réussi, Disney, à terminer Pirates des Caraïbes 3. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et effectivement, avec le peu de ressources qu'on leur a donné et le peu de temps, et malgré tout, Pirates des Caraïbes 3 a la gueule qu'il a, qui est encore aujourd'hui absolument fantastique. C'est ça. Parce que Disney a réussi à le faire avec finalement assez peu de boîtes, d'ailleurs en plus pour l'époque, et à réussir la qualité de ses effets. C'est globalement ce qui a amené à des cas comme l'Odyssée de Pi quelques années plus tard, à l'expansion du Marvel Cinematic Universe et des franchises en pagaille qui ont dit on n'a plus de temps et on a le même nombre d'équipes qu'avant pour bosser sur les VFX, donc démerdez-vous. Et globalement, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est la crise, parce que les gens doivent se démerder, justement. Et le pire, c'est que s'ils essaient de se rebeller ou de créer des syndicats, ce qui arrive dans quelques boîtes, mais aux États-Unis, en fait, c'est pas genre vous pouvez adhérer à l'équivalent de la CGT. Il faut que dans la boîte, un certain nombre de personnes disent qu'elles veulent créer un syndicat. Et c'est grâce à ça que vous arrivez à créer un syndicat dans une boîte de VFX. Le problème, c'est que si les mecs se rebellent, ils disent OK, pas grave, on va faire ça ailleurs et moins cher, on va faire ça en Inde. Et c'est généralement ce qui arrive pour beaucoup de petits travaux de retouche, genre
réhabiller une actrice un peu dénudée dans Oppenheimer par exemple, ça a été fait en Inde. Ou encore détourer un personnage du fond pour intégrer un autre fond, c'est fait en Inde aussi pareil. Parce qu'en fait c'est du travail ingrat, c'est vraiment image par image, vous détourez, il faut vous redétourer et vous redétourez encore de façon à ce que vous puissiez intégrer ce que vous avez tourné avec des vrais acteurs sur un fond numérique. Et Pirates des Caraïbes 3, la conséquence du fait que ça a été fait en très peu de temps, David Jones, qui est une super réussite de Pirates des Caraïbes 2, est très peu présent dans Pirates des Caraïbes 3. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que sur l'acteur, c'est Bill Nighy, je crois. Ouais. Vous voyez qu'en fait, il a de la peinture autour des yeux. Et moi, je m'étais toujours posé la question si c'était ses vrais yeux qui avaient été réintégrés sur David Jones en synthèse. Et j'avais interviewé la personne qui avait supervisé les VFX et m'avait dit non, c'est du full CG. On a refait les yeux et on a recalé les yeux exactement en image de synthèse. C'est même pas ses vrais yeux. Donc c'est encore plus fou à faire, encore plus difficile à faire. Et c'est pour ça que le 2, il est extrêmement présent. Et dans le 3, comme ils n'avaient pas le temps, c'est un personnage extrêmement difficile à animer, extrêmement complexe à rendre aussi pour l'époque, en 2006. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent. Mais le 3, voilà, le climax avec l'eau, le tourbillon, voilà, la simulation de l'eau est extrêmement difficile à faire. Et je ne sais pas comment ils ont fait, mais effectivement, à cause de ça, à cause du fait qu'en un an, ils aient réussi, les autres studios disent mais eux ils ont réussi, pourquoi vous y arrivez pas? Et en fait, faire comprendre ça à des marketeurs, c'est pas possible. Eux ils voient juste l'argent. Et au final, mis à part si vous êtes Cameron et que vous avez fait 3 fois le plus gros succès de tous les temps au cinéma, enfin 4 si on compte Terminator 2 aussi, vous pouvez pas dire je veux 500 millions pour le prochain Avatar. Vous pouvez pas. D'ailleurs, les techniques de Weta, on ne les voit pas, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'artistes à Weta qui ne peuvent pas parler des conditions de travail parce que Weta, c'est censé être le Graal aujourd'hui de tout ce qui peut être fait en image de synthèse. C'est aussi pour ça que c'est très rare d'avoir des breakdowns. C'était Corridor Crew qui expliquait comment la main de Jake Sully qui noue une lanière de cuir avait été fait. J'étais persuadé que c'était de la synthèse. En fait, non, c'est une main peinte en bleu qui avait été filmée dans un bassin. Et en fait, ils ont détouré la main, ils ont intégré l'eau par derrière. Et c'est une vraie main. Il n'y a pas de simulation d'eau sur la peau et tout. Non, c'est une vraie main. C'est une technique qui est ancienne, mais ça marche en fait. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, la meilleure manière de conclure. Oui. Parce que, en fait, ces problèmes de méthodologie font surtout qu'on systématise l'emploi, par exemple, des CGI pour tout. En fait, certains se disent, là, en fait, le plan il est full VFX. Là, le plan, on veut absolument que ça soit en pratique, si c'est Tom Cruise ou quoi. Alors qu'en fait, ce qui est le plus beau et finalement ce qu'on oublie trop, c'est que les techniques peuvent s'adapter selon la nécessité d'un plan. Parfois au-delà d'une séquence, d'un plan même. Ouais. Tu parlais de Star Wars, mais la menace fantôme en particulier sur la course de potes, c'est une sorte d'amalgame de tellement de choses différentes où vous avez de la photogrammétrie, d'images de synthèse, de la miniature, de la maquette. Il y a tellement 10 000 trucs qui des cotons-tiges aussi. Beaucoup de cotons-tiges. Pour faire les gradins de Mos Eisley à ce moment-là. Mais en fait, tous ces éléments-là, on oublie cette magie-là en fait, qu'au bout d'un moment, on devrait même, pour nous les nerds dans notre genre, c'est important de le savoir, mais en fait, quand vous êtes devant l'image de cinéma, vous devriez même pas vous poser la question. Et c'est ça qu'en fait le marketing semble vouloir oublier aujourd'hui avec cette espèce de label bio horrible du no CGI, c'est qu'en fait le plus beau c'est quand tout se mixe à merveille et que on oublie justement dans un cas comme Pirates des Caraïbes ou des choses comme ça comment tous les effets peuvent se mettre ensemble ou même comment Cameron peut ne pas que juste faire du CGI partout et qu'il y a des plans truqués bizarrement dans Avatar et que en fait le plus beau c'est de voir regarder Avatar et de dire je ne sais pas du tout comment ils ont pu faire ce plan là. C'est ça. Et c'est ça le meilleur. Et en tant que cinéaste en fait le mieux c'est en fait d'utiliser le plus de techniques possible et qu'au final, ça rende bien. Aujourd'hui, on parle de l'IA pour générer des plans et autres, ce qui n'est pas possible au passage. Mais en fait, l'IA serait un outil parmi tant d'autres. L'image de synthèse est un outil. Filmer une main, une peinte en bleu, si ça marche, ça marche. Le plus important, c'est que ça marche et que ça rende bien à l'écran et que vous ayez du temps pour créer votre film, pour le penser en amont et pas arriver sur le tournage ou après et dire on ne sait pas comment faire, démerdez-vous et si ça ne rend pas, c'est votre faute. Je pense que ça sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Merci beaucoup. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Thomas Gorkab qui est super intéressante et sur sonvideo.com aussi où tu fais des vidéos timelapse sur des questions de technologie, l'histoire du home cinéma. C'est super intéressant et voilà, comme ça vous apprendrez plein de trucs. Merci à vous et bonne journée.